Bonjour, bonsoir, amis de Pépitor. Donc, notre petit disclaimer qui vient de passer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne. Ce sont juste des échanges entre passionnés et traders en nom propre. Voilà. Alors aujourd'hui, pour les trois mousquetaires, en fait, on n'est que deux. Enfin, ils ne sont que deux. Xavier avait n'avait pas le temps cette semaine. Hein, vous en faites pas. Ça fait la deuxième fois de suite qu'il n'est pas là, mais il n'est pas fâché, il reviendra dès la prochaine fois. Donc on reçoit Richard, Ricardo Invest de Fondamentalement de Bourse. Salut Richard, comment vas-tu? Ça va très bien, Denis, merci. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de te voir. Et on retrouve Pierre. Bonjour Pierre, comment vas-tu? T'as Bonjour suivi? Denis, bonjour Richard. Écoute, ça va très bien et je suis très heureux de faire mon retour sur ta chaîne. Voilà. Donc on se retrouve un peu comme tous les 3, 4 mois, 2 mois. Donc c'est un peu, ça varie un peu. La dernière fois c'était début juillet ou fin juin, je me souviens plus. Hein, c'était il y a 3 mois. Hein. Quelque Donc chose comme ça, ouais. Donc l'actualité est assez chargée. Hein. On va peut-être pas refaire ce qui s'est passé cet été, mais on peut directement rentrer dans le vif du sujet. Vous voulez qu'on commence par quoi? On peut commencer par les conflits au Moyen-Orient. Allez, c'est parti. Allez. Allez, on y va. C'est parti. C'est vrai qu'il y a pas mal de macros. À la limite, ce que je propose, peut-être, on peut faire une petite récap sans rentrer trop dans le détail sur. D'accord. Parce que comme tu l'as dit, Denis, on a commencé, je crois que le dernier, donc c'était début juillet. Savoir un petit peu comment les marchés ont clôturé l'été, où on en est pour l'instant, ce qui, j'allais dire, fait monter ou fait descendre certains indices. Pour ceux qui ont raté un petit peu ce qui s'est passé dernièrement, c'est vrai que je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même, hein, mais on a eu une saison estivale qui était un peu sans grande Ouais. direction, finalement. Il y a eu des moments de volatilité. Hein, je parle au sens large, hein, je n'y vais pas à valeur par valeur, mais quand on regarde un petit peu les indices, on a eu des petits trous d'air, notamment début août, avec justement des investisseurs qui attendaient voilà, des mouvements un peu plus tôt de la part de la Réserve fédérale américaine. Tout ça, on reparlera des taux un peu plus tard dans l'émission, évidemment. Mais euh, voilà, je pense que, comme d'habitude, la période estivale qui, statistiquement, en tout cas, euh, amorce des tendances qui vont j'allais dire, à contre-courant de ce qui se fait tout au long de l'année. On n'a pas dérogé à la règle hein, cette année. On a une saison estivale qui, justement, a permis aux investisseurs de sortir quelques bénéfices après un premier semestre qui était quand même très positif, hein, globalement, j'allais dire, sur l'ensemble des indices. Et puis là, on attaque un mois de septembre, on le disait en off, qui est finalement, avec surprise, assez positif, j'allais dire, sur l'ensemble des indices. Donc, on en est là, on attaque le dernier trimestre de manière un peu positive. On a les banques centrales qui vont démarrer leur programme d'assouplissement quantitatif. On a des dossiers macroéconomiques sur lesquels je laisserai mon très estimé confrère Richard s'exprimer, avec toujours de grandes idées, hein, avec notamment ce qui se passe au Moyen-Orient. Et voilà, l'enjeu, j'allais dire, de cette session d'aujourd'hui, c'est de savoir un petit peu comme d'habitude, hein, ce qui motive les marchés, ce qui motive les investisseurs et où est-ce qu'on peut finir l'année, finalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, assouplissement monétaire ou pas? Parce que avec la news qu'on a eue hier, comme quoi la création d'emplois était meilleure que prévu et que l'indice manufacturier était meilleur que prévu, on est en train de dire que peut-être, on avait prévu, à la Fed, on avait prévu deux baisses de 0,25. Et maintenant, depuis hier, on dit une baisse de 0,25. Il y a 80%, 83%, si je ne dis pas de bêtises, j'ai vu ça passer ce matin, qui disent qu'il n'y aura qu'une baisse. Mais est-ce qu'on aura cette baisse ou pas? Alors moi, Alors, personnellement, vas-y, si je Richard, peux, si je je peux me t'en prie. permettre, il faut faire très attention au timing des choses. Il y a des statistiques qui sont données et qui représentent le passé, et des statistiques qui annoncent un futur. Et le décrochage qui a été assez violent, très court mais très violent, tout début mois d'août, c'est suite à une statistique du PMI de l'ISM, donc qui est très importante aux États-Unis, sur la partie emploi, qui est pas très connue puisque c'est pas une stat la plus regardée, c'est d'autres chiffres. Et pour moi, le paradigme a changé à ce moment-là, là où une Fed disait j'ai pas les stats pour baisser les taux, c'est cette stat-là qui a tout fait basculer.
Et c'est ce qui a permis, alors moi personnellement sur mes services, on a vu et on s'est barré le 2 matin, c'était fini, on n'a pas pris le flash crash. Mais le marché a racheté très rapidement parce qu'il a senti tout de suite que la Fed intervenait sur l'idée de dire bon, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, là, je vais pouvoir baisser les taux. Donc, dès le début du mois d'août, on a ce flash crash qui dit il y a un changement de paradigme économique, macroéconomique, l'emploi sans mauvais. Et on a la réaction immédiate de la Fed qui dit rassurez-vous, ça remonte et on sait que le pivot va être mis en place. Et c'est à partir de ce moment-là où le marché est remonté. C'est ça qui a tenu les marchés là. Il y a eu du soubresaut parce qu'il y a toujours des choses, puis il y a des événements géopolitiques. Mais pour moi, on est dans un changement de paradigme sur ce que la Fed a dit depuis le début de l'année, c'est je n'ai pas les éléments pour baisser les taux. Et à partir de cette stat-là du 1er août, je crois qu'elle tombe le 1er août exactement, on a le pivot global de la Fed. Sachant que Lagarde aussi est à l'idée de la baisse des taux, c'est feu vert, on baisse les taux. Et c'est comme ça qu'on a les marchés qui sont bien tenus en septembre pour moi, parce que ces news-là, elles ne peuvent pas être vendues, quoi. On ne peut pas vendre. Alors que s'ils n'avaient pas bougé, je vous le dis, on aurait eu un mois de septembre comme d'habitude, bien rouge, un mois d'octobre où on respire, et puis on aurait attendu les élections américaines. Et là, on ne l'a pas eu. Moi, ça me perturbe un peu, mais bon, voilà, on fait avec. Comme je disais tout à l'heure en off, il y a de la musique, mais on ne sait plus où sont les musiciens, mais il y a encore de la musique, donc on continue à danser, mais je suis un peu perdu, mais il y a de la musique, on danse. Pierre, t'as quelque chose à dire dessus ou pas? Pierre, non, alors je suis assez globalement d'accord. Ouais, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Richard. Pour moi, quand j'ai vécu cette fameuse première semaine du mois d'août, effectivement, c'est l'ISM, les PMI aux États-Unis qui sont des données clés, on va pas se le cacher. Et je l'ai aussi un peu perçu. Tu peux rappeler vite fait ce que c'est? Tu l'as vu aussi. En gros, c'est une lecture du futur, du futur à travers. C'est des sondages qui sont faits auprès des directeurs d'achat des sociétés, des grandes entreprises américaines et qui donnent leurs sentiments sur leurs achats, sur leur activité immédiate. Ce qui fait qu'on a une perception du futur parce que l'acheteur est en anticipation dans le processus industriel. Donc, tu as une statistique PMI, ça s'appelle les PMI. Qui concatène tout ça, qui fait une statistique. Le niveau flottaison, c'est 50. Et donc, tu as plusieurs sur l'emploi, sur les prix, sur l'activité. Et tu as deux grandes parties, effectivement. C'est une manufacturière et une non manufacturière. Non manufacturier, c'est les services. Et avec ça, tu dois jongler, entre guillemets. Donc, par exemple, alors la version européenne, c'est pas l'ISM, parce que ça c'est purement américain, mais tu as la même chose en France, tu as la même chose en Allemagne. Et en Allemagne, c'est beaucoup plus le manufacturier qui est important, parce que c'est une grande usine, l'Allemagne, et la France, c'est plutôt les services. Et les États-Unis aussi, c'est plutôt les services. Et donc le non-manufacturier est très important. Et cette stat dont je parle, c'est une stat qui est liée au non-manufacturier. Mais le manufacturier est important aussi. Ce qui est important, c'est la réaction du marché. Et le marché décroche très rapidement sur tous les indices. Juste au moment où la stat sort, c'est 16h30 ce premier-là. Et la dernière heure, c'est décrochage de tous les marchés européens. Et là, moi, je fais alerte. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai cherché, à vrai dire. J'ai dit, putain, c'est bizarre, je ne comprends pas. Et j'ai vu le chiffre. Gros décrochage. Donc, on a des chiffres d'emploi actuels qui disent ça va. Mais il y a eu des indicateurs avancés qui ont dit ça va pas. Mais la réaction de la Fed, je la trouve magnifique. Pour moi, sincèrement, magnifique. Bravo. Là, on les a déglingués. Enfin, Pierre et moi, on était hyper agressifs contre la Fed en fin 2021. Et on avait raison entre nous. Ils ont avoué d'ailleurs qu'ils avaient merdé. Mais là, bravo. Franchement, ils ont fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. Il fallait dur immédiatement pour faire voir au marché, je suis là, je contrôle, je vois. Ce qui n'avait pas été fait en 21 et ce qui a fait que les marchés ont dévalé en début 2022, mais là ils ont fait ce qu'il fallait que les marchés ont dit ok, t'es là, t'as compris, c'est bon, tu me la refais pas, tout va bien. Moi c'est mon sentiment en tout cas, voilà. Les chiffres seront pas terribles dans le futur, mais c'est un lending cool, soft, c'est même pas du lending, c'est plateau. Oui, c'est ce que peut-être que après les dossiers macro, je reviendrai dessus parce que j'ai toutes les stats là. Aussi bien pour l'Europe que pour les États-Unis. On verra d'ailleurs qu'il y a une situation quand même un peu différente pour les deux zones. Mais effectivement, c'est même un no landing pour moi. Force est de constater que c'est ce que disait Richard il n'y a pas, je ne sais plus combien d'émissions. Il y a un an et demi, je disais, pour moi, il est possible qu'il y ait no landing. Mais là, pour le coup,
moi, ce trou d'air du début du mois d'août, effectivement, c'est très bien ce qu'a souligné Richard, le fait que justement les PMI, enfin, les PMI, pardon, sont des statistiques plutôt du futur, à contrario du NFP, par exemple, la masse salariale du prix aux États-Unis, qui, elle, regarde plutôt dans le passé. Donc, c'est important d'avoir un petit peu cette vision-là des choses. Et moi, j'ai pensé, sur le coup, quand ça s'est passé, quand ce trou d'air est arrivé, que les investisseurs, c'était un peu comme un vote de défiance des investisseurs par rapport à la Fed. Initialement, la réaction de prix, je te parle. Après, effectivement, la réaction de la Fed derrière, elle a rassuré tout le monde et c'était magnifique. Le narratif était magnifique. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Mais sur le coup, j'ai senti que les investisseurs se disaient, qu'est-ce que Jérôme Powell fait, en fait? Il aurait dû faire son pivot. Ils attendaient un pivot, etc. Et derrière, la Fed rassure tout le monde. Et en plus, à la réunion d'après, on a eu la première amorce, le pivot qu'on attendait. Hein. Là, je crois qu'on est à 5%, je crois, sur les taux aux États-Unis. Et donc là, ça y est. Et ce que dit Richard, c'est, moi, quand ça s'est passé, je l'ai vu. Je sais que c'est facile à dire a posteriori, mais je vous jure que ça s'est passé comme ça. Je me suis dit, ça, c'est un buy the dip. Ça, c'est un creux qu'il faut acheter. On ne se met pas en face d'un TGV tel qu'une banque centrale, une réserve fédérale américaine, au moment où il y a un pivot qui arrive. Donc ça, c'était quelque chose qu'il fallait acheter en plein mois d'août. En plus, c'est des moments où traditionnellement, on a des pics de volatilité comme ça. C'était quelque chose qu'il fallait acheter. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé. Parce que j'avais dit à des amis en off, j'avais dit, vous allez voir, on va finir le mois plus haut que là où on a commencé. On a fini la semaine plus haut que là où on a commencé. Ça s'est fait, mais immédiatement, quoi. Donc, magnifique. La Fed a géré ça d'une main de maître. Pourtant, vous me connaissez, vous savez que j'ai dézingué la Fed pas mal de fois sur cette chaîne. On a parlé d'inflation, on a parlé de narratif, etc. Là, franchement, on rentrera dans les détails économiques un peu plus tard, après les dossiers macro, mais ça sent bon. Ça sent bon, et je vais même aller plus loin, je vais teaser un peu, ça sent même encore meilleur en Europe qu'aux États-Unis, je trouve. On verra après. Mais voilà où on en est, et voilà dans quel contexte on fait un mois de septembre positif. Alors, comme le disait Denis, c'est 0,06% sur le CAC 40 en mois de septembre. C'est une performance quasiment neutre, mais ça reste quand même un record. Donc, mais normalement, donc c'est bien, on est toujours négatif. Hein. Normalement, en septembre, on est toujours négatif. Enfin, toujours. Exactement. On est plus négatif. Voilà, exactement. C'est le mois où c'est toujours un peu. Mais voilà, c'est statistique, compliqué. donc il y a le droit aussi d'avoir des belles années sur le mois de septembre. Mais ça, c'en est une. Évidemment. Mais c'est rare, hein. Évidemment. C'est rare. Évidemment. Donc là, effectivement, on attaque sur le point de vue purement économique. On va parler de la géopolitique juste après, mais d'un point de vue purement économique, on attaque un quatrième trimestre de manière beaucoup plus confiante, j'allais dire, que sur les dernières années, par exemple, où c'était un peu plus difficile. Maintenant, c'est vrai que on a quand même le conflit au Moyen-Orient qui continue d'avoir des réactions sur le pétrole. On a beaucoup de volatilité sur le marché des matières premières. On va parler de ce qui se passe avec le Liban, l'Iran, Israël, évidemment, hein, qui continue de peser sur le sentiment de marché. Mais d'un point de vue monétaire, je suis quand même obligé de reconnaître que Jérôme Powell a réussi son pari. Bien joué, GG. Il y a des choses qui sont quand même toujours un petit peu. Il y a des petits bémols, surtout aux États-Unis, pas trop en Europe, mais surtout aux États-Unis. La dette par rapport au PIB, des choses comme ça, des choses qu'on n'a pas en Europe. En Europe, on a un peu moins de croissance, mais on n'a pas les mêmes problèmes structurels qu'aux États-Unis. On reviendra dessus un petit peu après. Je pense qu'il y a quand même un pays qui a un petit souci quand même avec sa dette. Hein. Ça s'appelle la France. Oui. Ah oui, alors il y a un truc qui est passé, je ne sais pas si vous avez vu, c'était peut-être début octobre ou fin septembre. En France, on se finance plus cher que la Grèce et que l'Espagne le mois dernier. On reviendra dessus après si tu veux, mais. C'est-à-dire que les bons, la Grèce a fait son boulot en 10 ans en fait, et puis la France, n'a pas encore fait. Bon, on peut parler automobile maintenant. Vous pensez quoi de le retour en arrière sur l'électrique et les profit warnings de Volkswagen, BMW, Stellantis qui a perdu 15% en bourse le lendemain de son profit warning, en fait, disent que ils n'arrivent pas à faire des économies d'échelle parce qu'ils ne vendent pas assez de voitures électriques. Donc en fait, est-ce que les voitures qui sont même importantes, hein, c'est quand même le fer de lance de l'industrie allemande. Jusqu'où ça peut aller, ça, à votre avis? Ou un petit commentaire là-dessus?
Bah, ça, c'est un problème qui avait été déjà discuté sur cette chaîne, le tout électrique, etc. Enfin, on l'avait dit, Richard l'avait dit, encore une fois. Euh, On avait commencé à en parler, mais là maintenant on le Ça voit marchait vraiment, pas. quoi. C'est-à-dire que, en fait, Ah, avant-hier, ils ont demandé, là on est mardi, donc c'était lundi, donc c'était hier, ils ont demandé un moratoire à la communauté européenne pour repousser le tout électrique. À ouais. vrai dire, pour moi, Bah, c'est pas le souci. oui. Pour moi, le problème, il n'est pas vraiment là, mais j'entends ce que tu dis. Oui, Hmm. oui. Puis la connerie de vouloir faire tout électrique alors qu'on n'a pas les moyens de le faire, ne serait-ce que matériel en termes de carrière, de tous les métaux dits rares. Ils sont pas rares, mais ils sont disséminés. Enfin, pour moi, c'est quand même un C'est gros un- problème c'est parce que un- c'est le. c'est une logique. À vrai dire, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est Toyota qui a toujours eu raison, quoi. Ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de dire qui a toujours eu raison et qui a dit contre vents et marées, mais non, c'est de la connerie. C'est le groupe Toyota, qui n'a jamais démordu de son hybride. Et qui a Oui, toujours dit ce sera comme ça. parce qu'il y a Ça, c'est intéressant, hein. les quatre Japonais se sont unis aussi pour sortir un nouveau modèle hybride beaucoup plus performant. Donc ça, c'est quand même important parce que le nouveau levier de croissance qui avait été trouvé en Europe, justement, c'était la transition écologique. Et dans cette transition écologique, eh ben, il y avait surtout la voiture électrique. Et on s'aperçoit que, à part les gens qui achètent les nouveautés, je ne sais plus comment on dit, les autres personnes ne sont pas attirées par la voiture électrique. Donc, les constructeurs de voitures électriques ne peuvent pas faire d'économie ne peuvent pas faire d'économie de masse en fait. Et d'un autre côté, après des chargeurs, il y en a pas assez, mais il y en a pas assez parce qu'il n'y a pas assez de voitures électriques. Donc en fait, c'est un peu le nouveau levier de croissance qu'on cherchait avec ces énergies renouvelables et ce tout électrique qui est en train de tomber à l'eau. Je pense que J'avais fait un article que Pierre se rappelle peut-être sur les autoroutes électriques. Les autoroutes électriques, le principe, c'est de mettre des caténaires un petit peu comme les trams au-dessus des autoroutes ou de faire par induction par le sol et de recharger en roulant. Ce qui enlève la grande problématique que tout le monde a, c'est de trouver une borne, c'est de poireauter sur un parking où il ne se passe rien pendant 2 heures le temps de charger la bagnole. Ça résout tous ces problèmes-là. Donc la solution est dans un investissement ouais. gigantesque dans cette technologie-là qui ferait que l'électrique n'a pas la contrainte que nous connaissons aujourd'hui. Ça permettrait même d'avoir des batteries plus légères, qui feraient des voitures plus légères, qui consommeraient moins. Enfin, ce serait un cercle vertueux. Le problème, c'est que pour basculer tout le parc, toutes les autoroutes, toutes les routes, je dirais nationales, etc., Ouais, en autoroute électrique, Impossible. c'est un truc de fou. c'est colossal. Donc moi, je pense que ça partira sur l'idée de certains axes, comme c'est testé en ce moment sur l'autoroute A10, de tester sur des axes hyper importants. Alors je dis l'A10 parce qu'à vrai dire, c'est le trajet Espagne-France, donc tout le Portugal qui remonte, qui file sur la Hollande, etc. De faire des liaisons comme ça en électrique, système tramway, quoi. Vous voyez un tramway, comment il fonctionne, et ça se développera ou ça se développera pas, mais je pense que ça passera par les camions. Et les voitures du particulier ont cette contrainte du temps de chargement, de la borne de recharge, Du peu de tout d'autonomie. ça. C'est bête, mais on va comparer un téléphone Apple. Quand Apple lance son téléphone, on est assez vieux pour s'en rappeler. Rappelez-vous, hein, c'est regardez, on fait ça et le monde s'ouvre à nous, quoi. C'était une révolution parce qu'avant, fallait. Ça, c'est simple. Et à vrai dire, on est en train de vendre une technologie aux gens qui est compliquée. Et ben, Ouais. c'est historiquement, ces révolutions-là n'ont jamais fonctionné. Jamais. Jamais. Si tu n'apportes pas un gain économique ou un gain d'utilisation, une Ouais. facilitation, Une ça ne ergonomie. marche pas. Ouais. J'ai un ami français qui est venu me voir, qui avait une voiture électrique, il est venu me voir en Espagne, et j'ai une borne en bas de chez moi. Il est allé charger à la borne. Alors pour charger à la borne, il a mis déjà 15 minutes pour trouver l'application. Parce qu'en fait, tu ne payes pas avec une carte bleue. Tu vas chercher une application. Tu t'inscris à l'application. Tu donnes ton prénom, tu dois donner un justificatif. Et après, tu dois enregistrer ta carte bleue. Et après, seulement, tu débites. Donc déjà, quand tu changes de pays, enfin je suppose que c'est pareil en France, quand tu changes de réseau de chargeur, il te faut déjà un quart d'heure pour t'enregistrer auprès de l'application. Alors que normalement, si tu mettais ta carte bleue,
contactless, ça y est, c'est fini. Non, non, même là, c'est compliqué, quoi. Et donc, on arrive à un moment où, à côté, il y avait des voitures, c'était des Anglais, un très gentil couple, mes parents, ils avaient 70 ans, ils n'ont pas chargé, hein. Ils n'ont pas chargé. No comprendo, et puis ils n'ont pas chargé, finalement. Voilà. Il n'y a jamais eu de communication de la part des fabricants de voitures électriques, parce qu'il n'y a jamais eu d'union d'entre eux, de partager l'idée juste. Regardez, tiens, voici la carte des postes de recharge en France, et on aurait vu qu'il y en a plein partout. Il n'y a jamais eu de communication sur la première des choses qui bloquent les gens, c'est est-ce que je pourrais charger ma voiture facilement. Et à partir de ce moment-là, erreur de communication, erreur de stratégie, à tous les niveaux, quoi. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il faut quand même diminuer la consommation de pétrole, parce que c'est ce que veut l'Union européenne. C'est ma pensée long terme, etc. Mais elle ne passera pas que par ça, elle ne passera pas d'autre chose. Mais par contre, ils obtiendront ce qu'ils veulent, c'est que le parc ne soit plus 100% thermique, il va être en partie électrique, où ça va se positionner. On ne sait pas trop, mais oui, les industriels, à mon avis, les industriels vont se spécialiser. Il y a des gens qui vont rester dans le thermique, des gens qui vont faire que l'électrique. Ce sera deux produits différents. Et là où Tesla, peut-être encore ça, BYD et Tesla ont peut-être leur mot à dire. MG, ouais. Et c'est ce que ne font pas les industriels européens, c'est qu'ils restent, ils font l'un, ils font l'autre, ils font tout, ils font les deux, ils font tout. À l'époque, souvenez-vous. Hein. Et parce que c'était. Ouais, les parcs des constructeurs sont encore pleins de moteurs thermiques. Tu vois, ils peuvent pas non plus faire un virage à 360 degrés full électrique, c'est pas possible. Ça serait. Ils ont un peu pardonnez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, quoi. Ils peuvent pas faire un switch, c'est pas possible. Pas pour l'instant. C'est toute la problématique d'une vieille industrie, d'une vieille entreprise qui est ancrée dans son passé et qui doit tout muter. C'est très compliqué. Donc un Tesla, il arrive nickel chrome, quoi. Oui. Il y a toutes les contraintes qu'on leur colle et on ferme pas les frontières aux Chinois. Donc mais c'est formidable, quoi. Enfin, c'est grand bonheur pour tous les autres. Ouais. Et là, stratégie Europe à chier, quoi. Enfin, nul. Non, c'est clair. Et puis en plus, on n'a pas parlé non plus du fait que l'électrique, c'est peut-être pas non plus aussi la vraie solution, quoi, pour la transition énergétique, pour l'impact écologique, le recyclage des batteries, etc., etc. On avait parlé sur cette chaîne des moteurs à hélium, hydrogène, etc., qui étaient plus prometteurs d'un point de vue énergétique. Est-ce que c'est le bon choix de faire du full électrique? Est-ce que voilà, en tout cas, il y a beaucoup de rétropédalage de la part de gros acteurs de l'industrie. Par rapport à l'Allemagne, c'était quand même la question de base, qui est une industrie énormément tournée vers en tout cas, l'industrie automobile a un poids gigantesque. Qu'elle n'a pas, gigantesque, exactement. Le premier partenaire économique de l'Allemagne, c'est la Chine. La Chine, d'ailleurs, on n'en a pas parlé en off, mais repart très fort, au niveau de. Ah, quand même, je ne sais pas ce que tu en penses. Là, je fais une transition un peu bizarre, mais ça repart. Goldman Sachs a changé ses objectifs sur les valeurs chinoises, etc. Avec le paquet dû au paquet de mesures du gouvernement chinois, je suppose, non? Il y a eu beaucoup de mesures de stimulus, effectivement. Effectivement. Mais Richard, tiens, je te pose la question directe, en frontal. Est-ce qu'on a connu le plus bas sur le marché chinois ou pas? Non. À ton avis. Je ne sais pas si tu suis toi-même la Chine. Je te prends un peu comme ça. Moi, mon avis est fait depuis longtemps et aujourd'hui, le problème n'est pas du tout sur ce qu'ils font. Il est sur ce qu'ils ont fait. Il y a 30 ans, il y a 40 ans. La naissance, non? Les naissances, c'est Colosse au pied d'argile. Oui, je suis bien au courant. On en a discuté pas mal de fois. Pour moi, nous sommes juste dans un rebond. C'est le rebond du chat mort. C'est toujours la démographie, c'est ça? Admets, Pierre, tu suis les marchés. Est-ce que tu as déjà vu la débilité absolue du marché chinois de ce matin? Nous sommes mardi aujourd'hui. Mardi. Mardi. Il a clôturé à 4,5, c'est ça? Nous avons une clôture. Alors, j'ai pas exactement les clôtures, mais j'ai regardé à 9h, 8h30 ce matin. Shanghai fait plus 4,5 en ayant ouvert à plus 10 en gap, plus 10 et fini à 5. D'accord? Pendant que Hong Kong a fait moins 7 ou moins 8. Ouais, c'est complètement fou. Je suis désolé de te le dire, mais je disais à mes abonnés ce matin, rassurez-vous, les Français sont nuls en finance, mais là, je peux vous le certifier qu'il n'y a pas que les Français. C'est du n'importe quoi.
C'est du n'importe quoi. C'est du rachat de short, ce qui s'est passé. C'est du rachat de short. C'est pas une construction. Pour moi, c'est pas une construction basée sur je rachète des valeurs, etc. C'est des gens qui ont shorté la Chine depuis longtemps, puis là, qui sont en train de déboucler. Là. C'est pas possible que ce soit autrement, et tu sais très bien que ces mouvements-là sont du débouclage. Bah, c'est des rebonds techniques, hein, clairement. Hein. Donc, ouais, Je surtout qu'il y a peu de maintiens. gros changements structurels. Moi, je trouve que la violence de ça veut dire qu'il y a eu un sentiment que ça y est, ils vont agir fort, ce qui valide l'idée que je défends depuis 1 an et demi, que la Chine est en catastrophe absolue, que tout est faux. Tout est faux. Et c'est ça que le marché vendait, parce qu'il le sait, parce qu'il a d'autres indicateurs, le marché, il voit autre chose. Et la Chine vient d'agir, ce qui veut dire que s'il agit, c'est qu'il y avait vraiment un problème. Et le problème, il est profond, et il est sur cette démographie, il est sur cette crise immobilière qui ne s'arrête pas, et qui, pour moi, ne s'arrêtera pas tant qu'ils n'auront pas donné les vrais chiffres, et les vrais chiffres sont catastrophiques. Et on parle de... C'est pas de la macroéconomie de bas étage de l'année 2024, on est sur des décennies de conneries qui sont en train de payer. Et tu sais, ceux qui sont plus au courant et qui rigolent depuis longtemps, c'est les Américains. Ils le savent pertinemment. Et ils le savaient pertinemment. Ils se marraient. Ils savaient très bien que la Chine allait claquer. Il n'y avait même pas besoin de travailler. Il fallait juste laisser le temps faire. Pour moi, le vainqueur absolu de cette guerre économique, c'est les États-Unis. Ils viennent de le prouver. Regardez où est le Nasdaq, où est le SP500. Regardez où sont les indices chinois. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je suis désolé, hein, celui qui a pris un trade, qui a dit ouais, j'achète le support, il a acheté le support, il a raison, il est content, ouais, j'ai gagné, j'ai gagné. Ouais, c'est bien, c'est du trading ça. Mais macroéconomiquement, je suis désolé, non, moi rien ne change sur la Chine. Et nous sommes dans un dumping de la part des Chinois sur les produits exportés qui fait que bizarrement, on a tous les PMI, toute l'inflation européenne qui est en train de s'effondrer. On est quand même en dessous de 2 aujourd'hui. On est 1,8. Et tu m'as entendu il y a des mois et des mois dire je suis dans un scénario déflationniste. Je n'ai pas dit désinflationniste, j'ai dit déflationniste. Et il arrive. Et c'est plus grave que l'inflation de 2021. Il aura mis le temps, hein. Mais effectivement, on y est. 1,8% en Europe. Oui, enfin, il est passé en un mois de 2,2 à 1,8. C'est-à-dire qu'il y a aussi comment ça s'est fait? Oui, oui, oui. 0,4 points en un mois. Ouais, mais toujours par rapport au mois dernier, par rapport au même mois de l'année dernière ou par rapport au mois d'avant? C'est la moyenne mobile sur 12 mois. On enlève le mois d'avant de l'année dernière et on rajoute le mois suivant. Ça fait 12 mois glissants, ça s'appelle du glissant. 0,4 points de décalage entre deux stats. On était à 2,2 en août et on est à 1,8 en septembre, effectivement. On était à 2,6 en juillet. C'est un effondrement de l'inflation et si tu regardes les dernières stats et les derniers chiffres qui sont sortis, on va vers un zéro. Si on va vers zéro, ça veut dire qu'on est en déflation. Et en déflation, ça engendrerait quoi? Ah bah, pour un État comme la France qui est ultra endetté, je peux te certifier que c'est une catastrophe. Et la France a besoin d'inflation. L'Allemagne, c'est un peu moins grave parce qu'ils ont moins de dettes. Mais sur la dette française, c'est catastrophique. Il faut de l'inflation pour la France. Il n'y en a plus. Pour rentrer la TVA, en fait. Là, par contre, on peut être positif pour les marchés parce que la conséquence directe, c'est baisse des taux violents et rapides. Et ce dont on ne parle plus depuis un moment, mais on va revoir de l'injection monétaire, les amis. Ah. Et rappelle-toi, Pierre, sûr, de toute façon, rappelle-toi, Pierre, je t'ai dit, je ne crois pas dans les taux d'intérêt élevés longtemps. Tu défendais une autre idée. Moi, j'y crois toujours. Je pense toujours que nous sommes en japonisation, on est en train de se japaniser et que nous allons avoir des taux faibles, bas, pour très longtemps. Regarde, les taux, ils sont pas énormément baissés par rapport à la baisse de l'inflation. Là, on est à quoi? On est à 3,6, 3,65%, je crois, en Europe. Le 10 ans français, il est à 3%. Donc, et le 10 ans allemand, il est à 2,2. Les taux directeurs de la BCE, moi, je te parle. Ah oui, ils ont pas encore baissé, mais tu sais très bien qu'eux, ils travaillent sur le court terme. Bien sûr. Sur le, je sais plus combien, non, pas le 1 mois, je sais même plus combien c'est sur lequel. Mais le taux directeur, c'est pas sur les 10 ans. Le 10 ans, il est libre sur le marché, quoi. Là, évidemment. Mais, donc eux, ils sont très bas. Là, quand même.
Et à vrai C'est dire, vrai ils que sont en l'Europe- train de tranquillement se rapprocher de la croissance de l'Europe. Hein. Aux États-Unis, tu parles? Pardon, j'ai pas. Non, je parle des taux européens sont en train de se Ah, rapprocher de les la taux. croissance européenne, sachant qu'aujourd'hui, la Mais croissance, elle est ni française ni allemande, elle est italienne et espagnole. Waouh! Alors que tout Waouh, le monde Michael. disait que l'Italie allait s'éclater, quoi. Ouais, mais Mélanie, extrême droite, hein, tu sais, c'est des salauds, c'est des méchants, mais Mélanie, elle fait des choses pas trop mal Bah, apparemment. Hein. Le gouvernement d'extrême En droite Espagne, suédois, il est pareil. Podemos, extrême gauche, c'est pareil, hein. Donc, je sais pas si ça vient vraiment des politiques, hein. C'est structurel, à mon avis, hein. Bah, ouais, puis la c'est croissance, pas le bord euh, politique qui fait ça, c'est les décisions qu'ils prennent. Hmm. évidemment. Mais tu parles de croissance, enfin, quelle croissance? On est à 0,2% en Europe. Ouais, Enfin, bah, c'est je te pas dis, non plus. c'est l'Espagne qui tire vers le haut, c'est l'Italie, c'est surtout pas la France et l'Allemagne. Tu regardes aux États-Unis, on est à 3% aux Ouais. États-Unis. C'est quand même autre chose, hein. Parce qu'ils justifient les écarts En de Europe. taux. Là, on commence à avoir les vrais bons taux d'intérêt long par rapport à l'activité des deux zones, quoi. Et l'Europe doit baisser, baisser, baisser. Il faut baisser de toute façon. Et ça baissera. Et si ça veut pas baisser, Mais c'est quoi? les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt vont baisser. Et ils baissent déjà. Enfin, les 10 ans sont en train de baisser. Et la Banque centrale, Oui, oui, oui. les banques centrales vont baisser les taux très rapidement. Ouais. Moi, je pensais que ça Oui, allait oui, pas oui, le c'est faire en clair. 24. Je pensais que ça allait se faire en 25. Mais voilà, après, j'ai été longtemps. J'ai dit mon scénario 24, c'était zéro baisse de taux nulle part. Bon, bah là, ça s'est enclenché parce qu'il y a une stat qui a tout changé. C'était celle dont on parlait au début du mois d'août. Mhm. Et là, c'est bon. On a le feu vert. On a le feu vert. On a le feu vert, c'est parti. La Fed qui a rassuré direct derrière. Enfin, mais Donc, les ouais. marchés, question, c'est qu'est-ce que les marchés vont faire? Bah, les marchés vont acheter des taux faibles, des taux d'intérêt faibles, des baisses de taux d'intérêt directeur, des baisses de taux sur 10 ans. Bah, c'est super, hein, tout va bien. Hein. Par contre, moi, je maintiens, barrez-vous des banques. Hein. Mhm. Ouais, c'est clair. Ah bah oui, avec la baisse des taux, ça c'est certain. C'est vrai qu'il faut fuir les bancaires. Il faut fuir les bancaires. En Europe, non, franchement, il y a des bonnes statistiques, hein. Les taux de chômage sont au plus bas. Oui, Enfin, voilà, je veux dire, on a une balance commerciale qui est positive. Alors c'est vrai que le ratio entre la dette des gouvernements et le PIB reste quand même relativement, j'allais dire, pas inquiétant, mais enfin quand même, on est quand même assez la élevé. France. C'est la France. C'est Euh, la France le plus ouais, inquiétant. ouais, ouais, c'est la France. Ça C'est baisse, que la hein, France. ça baisse, hein, mais on reste élevé, effectivement. On reste élevé, effectivement. Donc La voilà. France ne peut Après aux pas se permettre États-Unis, une déflation. La France ne peut pas se permettre un coup de mou. C'est ça la problématique d'un taux non. d'endettement Il faut de élevé. C'est que tu l'inflation en n'as pas le France. droit à la bêtise. C'est ça le problème. Ok. Les Allemands, ils peuvent dérouiller, ils s'en foutent. Ils ont 60% de taux d'endettement. Mais nous, on est à 110. Ouais. Voilà, là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est la Moi, deuxième économie de la zone euro, quoi. Bref, on verra. Vous voulez qu'on passe Mais à la géopolitique maintenant? Ou la la macro, vous avez quelque macro, chose à rajouter? non, mais comme on vous a fait voulez. le tour des stats, hein. On a balancé pas mal de chiffres. Aux États-Unis, c'est vrai que on vient d'amorcer le pivot monétaire. Donc, ils ont été un peu en retard pour une fois, d'ailleurs, que je tiens à souligner. Pour une fois que c'est aux États-Unis qu'on est un peu en retard sur le cycle monétaire. On a des statistiques de ratio de dette gouvernementale par rapport au PIB qui sont bien plus inquiétants qu'en Europe, par contre. En Europe, on est proche du plein emploi. Enfin, plein emploi, c'est un grand mot, mais on est quand même sur des statistiques de chômage très, très, très rassurantes. Même si vous regardez 30 ans en arrière, enfin, on n'a jamais été aussi bas, quoi. L'inflation baisse de manière, c'est même limite inquiétant de voir l'inflation baisser autant, sans déconner. Ben Ça oui. va un peu vite, quoi. Enfin, Mais moi, c'est comme ça que je le ressens. l'inflation qui baisse à vitesse de baisse, c'est la vraie expression du marché. Tu peux me sortir qu'un PIB va bien, tu peux me sortir que le chômage va bien. Le futur, il est dans les prix. Hein. Quand les mecs n'arrivent plus à vendre, il y a une stat à suivre. Tiens, des petits trucs pour les gens qui s'intéressent aux statistiques macroéconomiques. Ce qu'il faut suivre, c'est les stocks. Si tes stocks commencent à monter dans un pays, là, Mhm. ça a pu le cramer immédiatement. Donc, ouais, c'est pour ça. En tout cas, c'est très intéressant. Très intéressant. Et c'est vrai que
D'accord. Hein, Bon, les banquiers on va sont passer quand même bien réagir. on va passer sur la géopolitique. Alors, si vous voulez maintenant, un petit point sur l'Ukraine et la Russie. Bon, d'accord, on y passe, rien se passe, ok. On continue avec le Ça Moyen-Orient existe alors? encore, ça? Hein? Ça existe encore, ça, la Ben, guerre Ukraine-Russie? Enfin, je sais pas, je veux pas. je sais C'est pas. toujours d'actualité. Moyen-Orient, par contre, ça commence à... Ou pas, hein. On a encore eu une attaque de l'Iran, la même qu'il y a 2 3 mois, vous vous souvenez, ils avaient envoyé exactement le même nombre de Ouais. missiles que pouvait intercepter l'anti-aérienne israélienne moins 10%. Donc là, ça a été refait la même chose. Hein. Bah, moi, je pense, enfin, je vais laisser Richard s'exprimer peut-être plus en détail sur le sujet, mais honnêtement, un conflit qui s'écarte, qui s'élargit à d'autres nations comme ça, je trouve que ça fait quand même bien le jeu des États-Unis géopolitiquement. Ça maintient beaucoup d'instabilité dans la région. Là, effectivement, on parle du Liban, on parle de l'Iran. Bon, l'Iran, historiquement, ça n'a jamais été des copains d'Israël. De toute façon, c'est pas, ils n'en sont pas à leur première attaque. Voilà, c'est comme ça. Là, il y a la semaine dernière, je crois, il y a quelques jours, le top leader du Hezbollah qui s'est fait tuer, si je dis Mhm. pas de bêtises. Voilà, je sais plus, il y a 3 4 jours, un truc comme ça. Et Et il y a pas un mois ou deux, c'était celui du Hamas, non? Oui, c'est ça. voilà, exactement. Exactement. Donc, bon, il y a beaucoup de choses à dire, franchement, les conséquences économiques, la morale de tout ça, je sais pas, enfin, il y a énormément de choses à dire. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, je trouve quand même que ça fait quand même bien le jeu de l'oncle Sam, tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Et c'est quelque chose qui avait également été un peu annoncé sur cette chaîne, Alors, encore est-ce une que tu fois. irais jusqu'à dire que, ben, vu que la Russie contre l'Ukraine, ça n'a pas pris, est-ce qu'on essaye de le faire prendre ça ailleurs? C'est-à-dire, je suis pas sûr de Bah, voir c'est-à-dire, en fait, tu dis que ça fait bien le jeu des États-Unis, ce conflit au Moyen-Orient. On a vu on avait un conflit russo-ukrainien qui faisait aussi l'affaire des États-Unis, hein, parce que la vente, etc., etc. Et cetera. Et on voit qu'en fait, bon, Ah, on ouais, on a aidé l'Ukraine sans l'aider. Et bon, les États-Unis peut-être se rendent compte, bah maintenant, vu que mon jeu ici n'est pas fait, je vais le faire ailleurs. rappelez-vous, il y a quoi? Il y a Moi, je un pense que an et demi, la je crois. logique, si je peux me permettre juste un truc, je pense que Vas-y, vas-y. la logique qui aurait derrière les intérêts américains, que je valide aussi, la logique ukrainienne n'était pas les mêmes objectifs que la logique israélienne. Mhm. Pour moi, c'est pas lié. C'est un peu le hasard du calendrier. Ça se passe maintenant, mais ça aurait pu se passer avec 3 ans d'écart. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, c'est les opportunités qui ont fait que, allez, vas-y, fais ce qu'il y a à faire. Pour moi, c'est comme ça que je le Ouais. vois. Et puis, mais par contre, c'est peut-être à mettre en perspective aussi avec ce qu'on disait, encore une fois, sur cette chaîne. Comme par hasard, ça intervient peu de temps après cette fameuse alliance qu'avaient essayé de faire les BRICS, un petit peu avec la Chine, l'Iran, voilà. Comme par hasard, encore une fois, hein, sur cette chaîne, s'il avait été dit que quelque chose, enfin les États-Unis ne laisseraient pas faire ça, que L'événement quelque chose se passerait absolu au était la Moyen-Orient. réunion des BRICS de l'été il y a un an. C'est-à-dire qu'il y a Voilà. 14 mois. Il y a 14 mois, Faire la signer réunion des BRICS les, a voilà. tout fait ce qui se passe Voilà. aujourd'hui. Faire signer les Saoudiens et les Iraniens en Chine. Enfin, et là, comme par hasard, il se passe ça. Je veux dire, bon, je ne veux pas être complotiste, mais quand même, c'est un truc qui avait été annoncé. C'est pas du Donc voilà, complot, hein, c'était une lecture qu'on avait eue avant et c'est à peu près réalisé. Mhm. Donc c'est non, c'est c'est pas fou. du complotisme, c'est juste une bonne lecture de qui veut quoi et qui fait plaisir à qui. C'est en gros, c'est tiens, je t'invite à la maison, ouais, ok, et je t'amène quoi comme cadeau? Et l'autre, il arrive avec un cadeau. Ah, tiens, le cadeau, c'est tu peux mettre une branlée aux Israéliens, on te soutiendra, etc. Enfin bon, bref, quoi. Mhm. Pour moi, Israël, c'est Exactement. beaucoup plus effectivement par rapport aux BRICS. Alors que pour moi, l'Ukraine, c'est plus Poutine qui a décidé qu'il le ferait. Et les Américains, ils ont dit, ah tiens, ça va être un bon prétexte pour qu'on remette les Allemands à leur place et on va leur faire péter le Nord Stream 2 et on va leur rappeler qui commande ici. Mhm. Moi, pour moi, le perdant de la guerre Ukraine-Russie s'appelle l'Allemagne. Mhm. Et tu regardes bien économiquement, enfin, après, je sais pas si vous suivez ces indicateurs, mais l'Allemagne, faut pas regarder le DAX, ça veut dire le DAX, il n'est pas du tout représentatif de la santé allemande. C'est l'équivalent du CAC mid.
qui s'appelle le MDAX. Et tu regardes la date de la guerre Ukraine, tu vois où c'est tombé, et c'est en bas, et ça bouge pas. Pourquoi ? Parce que les coûts des productions industrielles allemandes ont augmenté à cause de l'absence du gaz russe. Et les Allemands ont été ramenés à leurs études, parce qu'il y avait des trucs qui étaient passés sur le comportement allemand vis-à-vis des États-Unis voilà. Les Allemands, ils ont habituellement, c'est très dur ce que je vais dire, hein. Il y a peut-être des gens qui aiment beaucoup l'Allemagne, mais l'Allemagne, faut quand même se rappeler qu'elle était encore occupée par les États-Unis il y a 20 ans de ça, à peine 20 ans de ça. C'est à peine une génération. Et les Allemands leur ont rappelé, les Américains leur ont rappelé au bout souvenir, rappelez-vous ce que vous avez fait et rappelez-vous qu'on était encore là il n'y a pas longtemps. Pour des raisons qu'il ne faudrait peut-être pas que vous recommenciez. L'Allemagne a toujours aimé dominer les autres, c'est comme ça, ils aiment ça. Ils ont quand même attaqué le siècle dernier 3 fois la France avant de comprendre qu'il fallait qu'ils arrêtent. Eh bien, les mêmes comportements réapparaissent et il faut leur taper dessus de temps à autre. Là, on leur a bien mis une claque. C'est les Américains qui l'ont fait. Et je suis même quelque part, là, c'est complotiste. Je me dirais qu'un petit Macron serait assez content de ce qui s'est passé contre l'Allemagne pour les remettre à leur place. D'accord. Mais regardez bien ce qui s'est passé économiquement. Qui a perdu économiquement ? C'est l'Allemagne. Clairement. Ils étaient en ligne de front du conflit, le Nord Stream 2, etc. Enfin, c'est... Mais après, il faut comprendre toutes les mécaniques qu'il y a derrière. Mais sincèrement, pour moi, voilà, l'Allemagne a été ramenée à... Voilà, et ça a arrangé. Et c'est pour moi, et rappelez-vous, je disais, c'est un deal caché. Et le deal caché, je ne savais pas trop où il était. Et pour moi, clairement, c'est bon, ok, Vladimir, tu t'occupes de l'Ukraine, tu fais ce que tu as à faire là-bas. Mais par contre, tu nous rends l'Allemagne. Parce qu'il n'a même pas gueulé après l'explosion du Nord Stream 2. On sait tous que c'est les Américains qui l'ont fait péter. T'as vu les Russes dire quelque chose ? Ils n'ont rien dit. Non. Donc c'était OK. Ils sont forts, ces Américains, hein, franchement. Ils sont forts. Et on n'a pas tous les éléments. Pour moi, ça, c'est clair. C'était l'objectif, c'était l'Allemagne. La cible, c'était l'Allemagne. Complètement fou. Quand tu penses qu'il y a quelques années de ça, on disait qu'ils allaient se faire bouffer par les Chinois. Là, le conflit en Europe de l'Est qui profite encore aux Américains, encore une fois. Là, on parle du conflit au Moyen-Orient qui fait le jeu des États-Unis, encore une fois. Enfin, je veux dire, les États-Unis, c'est pas la puissance, peut-être pas la puissance si mourante que ça qu'on laissait entendre il y a encore quelques années. Hein. Mais comme tu dis, on le disait sur cette chaîne, hein, on avait dit quoi, les Américains ne se laisseront pas faire. Ouais. C'est vrai. Ils feront péter un truc. Les Yankees. On ne savait pas ce qu'ils allaient faire, mais on savait qu'il y aurait quelque chose qui se passerait. Et c'est le feu au Moyen-Orient. En parlant des Américains, Pierre, tu veux parler des élections ? C'est-à-dire que, oui, c'est un sujet d'actualité, les élections. Il y a quand même, après le dernier mousquetaire qu'on avait fait, on a quand même eu la tentative d'assassinat sur Donald Trump, hein, qui, avec cette fameuse photo qui a fait le tour du monde, le poing levé, plein de sang. Enfin, je sais pas, vous avez dû la voir forcément sur Twitter. Quand il avait survécu à ça, on s'est tous dit, je sais plus si je crois que j'avais parlé avec Richard au moment où c'est arrivé, on s'est dit, mais ça y est, il a gagné, quoi. Il a déjà gagné. Mais on avait dit à l'époque, je sais pas si c'est avec vous qu'on avait dit, de toute façon, soit on le tue, soit il a gagné. Ouais, on a essayé de le tuer. Et bon. Alors, depuis, il y a Biden qui a step down, qui s'est retiré de la course. Et il le fallait, de toute façon, parce que bon, Biden, je veux dire, autant il a été élu, les gens n'ont pas voté pour lui, ils avaient voté plutôt contre Trump aux dernières élections, ça paraît clair. Aujourd'hui, c'était la décision à faire. Il s'est accroché, hein, pourtant, dans sa course pour un deuxième mandat. Il s'est vraiment, vraiment accroché. Kamala Harris a repris le truc, mais il y a un tel engouement populaire derrière Trump. Moi, c'est vrai que j'entends des choses dire qu'il gère l'Amérique comme un business, que c'est le seul président dans toute l'histoire des États-Unis qui n'a fait aucune guerre. C'est un truc de fou de se dire ça, quand même. Donc, t'imagines combien de personnes ne veulent pas qu'il revienne ? Ouais, non mais bon. Donc, voilà, là, on est à S'il passe, là, c'est pas le secteur bancaire qu'il faudra avoir, hein. C'est le secteur armement. Ouais, clairement. Ah oui, Raytheon Technologies, Cybergun, non, excusez-moi. Ouais. Non, pas Cybergun. Ah, c'est quoi déjà cette boîte Martin, tu veux parler, non? Ouais. Lockheed Martin, non, tu veux Thales, Rheinmetall. Lockheed Martin, voilà. Lockheed Martin, exactement, c'est ça. Je te sortais les autres en Europe. Il y a Kongsberg, Leonardo.
Égide. Dassault, Dassault Aviation, surtout Dassault Aviation. Bon, ça fait presque bien une heure sûr. qu'on discute. Vous voulez conclure sur quoi? Conclure sur quoi? Pierre, on t'a Où pas est-ce qu'on beaucoup voit les entendu. marchés Tu là veux dire quoi, quelque chose? sur... Tu veux Pardon, j'ai pas conclure sur su. quelque chose ou pas? Tu veux appuyer sur quelque Les chose? marchés? Les marchés? Les marchés? Complètement. Complètement. Où est-ce qu'on finit en 2024, hein? Là, on est en plein dans le dernier trimestre. Moi, je pense quand même que, comme le disait Richard, les bancaires, faites très attention, surtout en Europe. Le secteur du luxe qui a présenté quand même une belle opportunité d'achat pendant l'été, là, juste après le trou d'air notamment, hein. On avait eu plusieurs profit warnings de Hermès, Kering, enfin pas des profit warnings, mais des résultats plutôt décevants, hein, on va dire. Hermès, Euh, non. Kering, oui. Kering, euh, Burberry. Burberry, il y en a plein, les valeurs italiennes, il y a eu Prada, Non, Prada, très bien. Essilor, Luxottica. Tout va bien. Prada, ça va mieux, mais il y a eu un petit, bon, très léger, mais c'est pas, on peut pas parler de trou d'air, mais je pense qu'en fait, c'était pas vraiment de la peur des investisseurs, c'était juste des prises de profit, quoi, tout simplement. Faut remettre les choses dans le contexte. On est dans une période estivale où les marchés sont traditionnellement moins directionnels. On a fait un premier semestre fantastique sur l'ensemble, pas que pour le luxe. C'est vrai que le luxe a énormément porté les marchés en Europe. Bon, bah forcément, toi, tu es investisseur, tu sais que tu as fait 6 mois de performance incroyable, tu arrives dans une période où il y a moins de volume, où il y a même des pics de volatilité, tu as tendance à réduire un peu la voilure. C'est normal, ça ne veut pas dire que tu n'as plus confiance dans le marché, mais tu en profites pour sortir quelques bénéfices. C'est logique. Mais le marché s'est vite repris. Moi, je pense quand même que ça sent plutôt bon. Alors, on pourrait faire les secteur par secteur, mais en tout cas, je pense quand même qu'on est bien parti pour faire une belle année 2024. Le quatrième trimestre ne devrait pas, à mon sens en tout cas, invalider tout ce qu'on a connu depuis maintenant. Alors évidemment, encore une fois, on peut faire secteur par secteur. Le marché enfin, toutes les pétrolières sont quand même grandement sous l'influence de ce qui se passe au Moyen-Orient. On a également, on l'a dit tout à l'heure, les bancaires avec la problématique des taux d'intérêt qui filent vers le sud, en Europe. Donc, faire attention un petit peu à. Il va y avoir des rotations sectorielles dans les portefeuilles, ça je pense, mais globalement, les indices devraient clôturer plus haut. On est quand même déjà assez haut. Je crois que sur l'Eurostock, j'ai plus le graphique ouvert, mais on est aux portes des 5000 points. On est sur les plus annuels quasiment, hein, presque. Hein, donc, c'est bien, c'est bien. Je veux dire, voilà. Je sais pas comment Richard voit les choses. Il a peut-être un œil plus valeur par valeur. Quels sont selon toi les secteurs à surpondérer, toi, Richard, pour cette fin d'année? Moi, j'aurais tendance à dire que le luxe est intéressant, mais avec une sélection très, très, très. À vrai dire, ce que je suis en train de me poser comme question aujourd'hui sur le luxe, un truc qui va être très surprenant, mais il n'y a pas eu de consolidation du secteur. Je pense que nous sommes dans une redistribution des cartes sur le secteur. On voit qu'un Hermès est plutôt en vogue. Un Prada a des chiffres stratosphériques aussi. Là où tu as d'autres marques qui sont en train de s'effondrer, tiens, on n'en a pas parlé, mais Hugo Boss est en train de s'effondrer totalement. Alors que les chiffres sont plutôt bons, mais en bourse, ça s'effondre. Et je pense que des rachats peuvent se faire et une concentration des marques autour de certains groupes devrait encore continuer et peut-être s'accentuer dans le futur avec, pour moi, deux groupes qui vont prendre le dessus. C'est Richemont en Suisse et le groupe Richemont et du fameux milliardaire Anton Rupert, c'est son fils maintenant. Et le deuxième, c'est LVMH. Pour moi, ça va être la guerre, non pas franco-italienne, mais franco-suisse. Pour moi, Kering est out, mais out complet. Et suite à des erreurs diverses et variées de stratégie, le fils n'est pas le père, hein, c'est le fils maintenant, Pinot, c'est pas le père qui fait. La transition s'avère être catastrophique. Le mec, il achète du sport, il le revend, il achète Puma, il le revend. Enfin, vous savez, hein, quand une marque veut bien céder, une famille veut bien céder sa marque qui est ancestrale, qui a 100 ans d'âge, par exemple, pourquoi il irait chez Kering? Il a peur qu'il soit démantelé dans le groupe parce que l'autre, il déglingue tout le temps les valeurs qu'il achète. Donc, à partir de ce moment-là, les deux qui respectent les marques sur longue période, de très longue période, bah, c'est le groupe Richemont et c'est le groupe LVMH.
Donc voilà, je sais pas si les gens savent, Richemont, mais c'est Van Cleef, c'est Cartier, c'est des grandes marques. C'est Et vraiment aujourd'hui, je pense qu'il y a Ouais. une grande concentration à avoir. Et un autre domaine dans lequel je pense qu'il y a une grande concentration, c'est l'horlogerie avec le groupe Swatch, qui a énormément de marques et qui va très mal. C'est vrai. Voilà, donc C'est pour vrai. moi, il n'y a pas vraiment de secteur. Voilà, les taux d'intérêt vont faire que la croissance va reprendre le dessus. Je crois beaucoup toujours encore dans les small et les mid européennes. Même aux États-Unis, pareil. Je crois dans ce secteur-là qui a remonté, qui s'est refait un peu la cerise, mais qui n'a pas du tout donné le potentiel qu'il a. Donc, oui, les grosses vers le haut, la France en retrait, pour moi. La France en retrait, donc tirée par l'Europe du Sud, par l'Espagne, tiens, regarde Inditex, c'est au plus haut historique, ça monte tout le temps, c'est exceptionnel. Des marques, je sais pas, du Ferrari dans le luxe aussi italien. Franchement, l'Italie, Ouais, c'est vrai. il y a des beaux choix. Donc, à vrai dire, l'Eurostoxx, s'il est au plus haut, c'est certainement pas grâce au CAC 40, c'est grâce à d'autres valeurs, et donc il faut aller les chercher ailleurs. Le DAX allemand va bien, bizarrement, il va bien. Ouais, c'est fou ça. C'est fou. Bah, après, c'est des gros groupes tournés vers l'export, l'international. C'est pas représentatif comme le Ndax, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà. Pour moi, C'est le vrai indicateur de la santé allemande, c'est le MDAX. Parce que l'Allemagne, c'est un pays de moyenne entreprise. C'est pas un pays de grosses entreprises internationales mondiales. La France, c'est ça, mais pas l'Allemagne. Et donc, il ne faut ouais. pas regarder les mêmes indices, à vrai dire. Ok. En tout cas, Bon, avoir l'Italie, l'Espagne qui tirent la croissance européenne, c'est quand même un beau pied de nez à l'histoire quand on sait Ouais, que c'est des pays qui étaient pointés du doigt il n'y a encore pas si longtemps que ça. ouais, Donc, ouais. Et les PMI espagnols sont canons, quoi. Canons. Donc, voilà. l'Espagne. ok. Bon, ben, merci pour cette conclusion. Merci à tous. J'espère que vous avez aimé cette petite émission. On se revoit avant la fin de l'année, Pierre et Richard. Bien sûr. Avec très grand plaisir. Très grand Ok. plaisir. C'est toujours un bonheur de participer. Donc Pierre, merci d'être venu. Richard également. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et laissez des commentaires. Merci, ciao à tous, au revoir. Bon trading.